Rochefort, début des années 60. La ville n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis la fermeture de son arsenal militaire en 1927. Il était la raison même de la fondation de Rochefort en 1666 sous le roi Soleil. Une cité arsenal sortie de terre en 20 ans, dont le destin semblait être lié pour toujours à celui de la marine. On savait un peu que l'arsenal avait arrêté de travailler en 1927, que le 1er janvier 28, l'arsenal administrativement parlant n'existait plus. Il y a eu un temps vécu comme glorieux qui est celui de l'arsenal de l'usine. C'est un petit peu comme la mine dans le Nord en fait. Quand ça ferme, on ne veut plus en entendre parler. Donc il y a un moment où on tourne le dos. Il y avait une sorte de, sans parler de rejet, mais une volonté d'ignorance de ce qu'était l'histoire de Rochefort, mais parce que Rochefort, les anciens vous le diront, était noir, sale. Toute la partie sud de Rochefort abritait une population de très petit niveau. Densité de population élevée, conditions de vie médiocres. Au début des années 70, la nouvelle équipe municipale, menée par Jean Morin, cherche des moyens pour faire renaître la ville. Toute cette histoire-là, si on veut comprendre Rochefort quand on arrive aujourd'hui, il faut raconter aussi ce qui s'est passé depuis 1974. Et là, c'est vrai que Morin et Fraud, ils ont été très étonnants. Alors, avec tous les gens qui les entourent, avec Michel Galis, Dominique Biel, Bruno Coussy et quelques autres. Lorsque cette équipe municipale est arrivée, ils sont arrivés sur l'intention d'une politique économique forte. Après que Rochefort ait vécu des moments extrêmement difficiles après la Seconde Guerre mondiale. Pour trouver des solutions, l'équipe décide de se tourner vers l'Université de Sciences Po Paris, qui avait une formation spécialisée en urbanisme et en aménagement. Le contact a été établi, en effet. Une équipe d'étudiants est arrivée dans le cadre de leurs études. Ils disent, Rochefort a évidemment besoin d'un développement économique important, mais il y a un certain nombre de préalables pour vraiment envisager le développement économique que vous souhaitez. Il y a remettre en service la ville, reconquérir ce centre-ville, créer des équipements qui n'existent pas ou qui n'existaient pas à l'échelle de ce qu'une ville moderne pouvait être, peut-être trouver aussi des éléments emblématiques de cette histoire de la ville. Il se trouve qu'à l'époque, l'État menait une politique dite de ville moyenne par des contrats, et que la conclusion de l'étude des étudiants disait écoutez, vous avez une chance inouïe, votre taille de commune, les problèmes que vous avez rentrent parfaitement dans ce qu'est un contrat de ville moyenne, et je vous invite effectivement à signer un contrat de ville moyenne. Le dossier ville moyenne nous a semblé être l'occasion inespérée de réaliser ces opérations de ce genre. D'ailleurs, si l'on regarde la carte de Rochefort, on s'aperçoit que cette ville tourne le dos à la Charente, et l'esprit essentiel du dossier, c'est de reconquérir cette rive, d'y mettre des installations soit éducatives, soit sociales, de manière à éviter la dévitalisation du centre. Il y a des gens là qui comprennent que Rochefort est assis sur un trésor que personne ne veut voir. C'est même pas qu'on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut pas le voir. La corderie et l'artillerie navale, 2 bâtiments de l'ancien arsenal de Rochefort, un ensemble de bâtiments d'une très grande beauté. Il faut rapidement les restaurer. La corderie, elle est toujours au cœur de Rochefort. C'est le premier bâtiment qu'on édifie en 1666. Sur le tableau de Vernet, qui est un peu l'icône, c'est lui qui est là. Là, on rentrait dans une problématique patrimoine. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que la corderie avait été la première réalisation de Colbert sur le site qui va devenir le site de l'arsenal de Rochefort. La corderie était un lieu qui n'avait plus de vie. On ne fabriquait plus de cordage depuis 100 ans. Personne ne parlait de la corderie à Rochefort. Il existait un plan qui était produit par ce qu'était à l'époque la DDE, avec une route, une pénétrante, qui passait sur la corderie. C'est vous dire combien peu de cas étaient faits de ce patrimoine. Et la corderie, qui était une ruine, d'abord elle fait l'objet d'un travail mené par l'amiral Dupont, qui est bien connu, de restauration d'une partie de la corderie pour montrer ce qu'était cet édifice. Quand il est incendié, il reste grosso modo 30 à 40% de la corderie du XVIIe. Donc en fait, ce qui est classé aujourd'hui grâce à l'amiral Dupont, c'est les ruines.
on démarre la rénovation de 1974 par la Corderie, on ne fait pas que un monument destiné à la visite. Il y a une partie visitable avec un gros travail que va mener le Centre international de la mer, mais il y a aussi la médiathèque, mais il y a aussi la LPO, mais il y a aussi le Conservatoire du littoral, mais il y a aussi la Chambre de commerce. Et donc on fait le choix de reconstruire, pas vraiment à l'identique, mais en même temps en respectant ce qui, pour les habitants, pour les Rochefortais de 1980, est important. Qu'est-ce qui est important? C'est de se retourner vers son histoire maritime, c'est d'avoir aussi un lieu dans lequel on va installer un certain nombre de services. Donc il y a ce mélange de services, d'économie et de patrimoine qui est très particulier à la rénovation. L'idée que le patrimoine soit de l'économie est une idée très moderne, surtout dans les années 70. Il y avait une position quasi systématique qui est de dire tout ce que la commune peut maîtriser en termes de foncier sur les berges de la Charente, nous le faisons. Donc la ville n'a jamais cessé d'avoir des surfaces bâties libres qu'il fallait à chaque fois reconquérir. Et il y avait une position qui aujourd'hui qu'on qualifierait de durable, c'était de systématiquement utiliser ce qui était libre et vide en centre-ville pour ne pas aller à l'extérieur, pour ne pas aller consommer plus de terrain qu'on en avait besoin. C'est une espèce de politique de bon sens qui fait qu'effectivement aujourd'hui on trouve des équipements publics installés dans des bâtiments anciens, je pense au conservatoire de musique par exemple, ou d'autres comme le tribunal qui a malheureusement quitté Rochefort mais qui était installé aussi dans une ancienne caserne. Une de ces actions au nord de la vieille ville, la caserne Tréville, abandonnée par l'armée, beaucoup de logements non entretenus par leurs habitants et un état de salubrité douteux. Contre cela, la mise en place d'une politique de réhabilitation. Avec cette politique, l'ancienne caserne Tréville, désertée par l'armée, devient un palais de justice, ou bien l'austère prison Saint-Maurice se transforme en conservatoire de musique. Les ateliers municipaux devront aller s'implanter dans une autre zone, ce qui nous permettra de mettre en relief un très vieux bâtiment, le château d'eau. Aujourd'hui, Rochefort attire les investisseurs privés. Rencontre avec Christian Menu, l'architecte de renommée internationale qui est en charge de la restauration de 2 bâtiments emblématiques de l'Arsenal. De 2016 à 2020, il était l'architecte de la restauration du commissariat aux vivres, aussi appelé quai aux vivres. C'est un bâtiment qui avait été d'abord pas achevé, abîmé, détérioré, laissé en ruine plus de 100 ans, quand même. 100 ans, hein. L'aile Pujol, c'était en ruine depuis 1907, je crois. Quand on commence à travailler sur des bâtiments historiques et qu'on y apporte sa modernité, mais en fait, c'est une modernité inconsciente de commune, c'est extraordinaire. Donc, dans tous les cas, d'ailleurs, à chaque fois que j'ai fait des musées, j'ai essayé de faire plutôt des interprétations et mélanger les époques. Alors, ça plaît pas toujours, mais c'est un peu ce que j'ai fait justement au magasin aux vivres à Rochefort. Ratterrir sur un bâtiment fait de maçonnerie, de pierre de taille, me passionne tout autant parce que justement, ça permet de créer cet entre-deux, du temps, de la matière, des artisans. Et en 2020, Christian Menu avait planifié la restauration de l'ancien hôpital de la Marine. Dans l'hôpital, vous aviez donc une construction qui n'a jamais été réalisée dans son entièreté, puisque, comme vous le savez, on devait remblayer la partie nord. Il n'a pas eu les fonds pour le remblayer. Il devait faire une extension symétrique, enfin, pas totalement symétrique, mais en partie. Et donc, finalement, on a un bâtiment en devenir, non achevé, comme d'ailleurs la plupart des architectures, c'est rare, on aboutit rarement à un projet, c'est très rare. Par contre, il avait la chance d'avoir préservé son unité de terrain, de support, et de conserver cette friche à l'arrière qui pouvait laisser penser qu'on pourrait prolonger ou satisfaire le dessein de tout faire. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai considéré, à ma façon, que le référent de ce bâtiment, c'était son jardin, composé selon des règles harmoniques. Donc il y a une composition savante et qui n'a pas été détruite. Ou très peu, c'est-à-dire qu'il y a des petites annexes, des choses comme ça, mais qu'on peut facilement déposer. Et puis, bien sûr, il y a cette extension que j'ai composée, imaginée, sous les jardins. Enfin, dans le creux, il y a 12 mètres de dénivelé entre le seuil du perron, enfin la première marche du perron de l'hôpital et la rue, quoi. Hein. Donc on a un terrain qui est parfaitement occupable
et surtout qui est l'occasion d'imaginer une restitution de la cote du jardin que je considère initiale, c'est-à-dire celle du support du bâtiment existant. Donc évidemment, il y a un jeu intellectuel sur le fait de dire « je vais restituer des jardins tels que Touffer les avait imaginés », parce qu'il les avait imaginés quand même a priori à plat. Même s'il y a des traces de creux, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas son remblai, mais en réalité, sa composition, c'est une composition horizontale. Moi, ce dont j'ai envie, c'est de pouvoir jouir des plus grandes œuvres, au sens ouvrage, que nos compatriotes, nos anciens, nos aïeux. Enfin, mais l'architecture est le moyen vraiment de se plonger dans l'histoire et de porter un regard sur cette histoire via une interprétation présente, actuelle, moderne. On a en France une grande richesse patrimoniale, il faut en profiter. Mais il est évident que si on n'intervient pas, si on ne reconvertit pas, si on ne laisse pas l'usage prendre le pas, mais l'usage, pas l'usage fonctionnel, l'usage général, eh bien, vous avez des centaines et des centaines de constructions historiques en France qui se ruinent. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les sauver et les réinscrire, les inscrire dans le monde moderne. Et le monde moderne, il n'est pas plus moderne que le XVIIe, ou que c'est simplement moderne au sens de la chronologie, dans le monde du présent. Et c'est certain que vis-à-vis des jeunes générations, il est important de pouvoir leur raconter cette histoire-là, parce que, il ne faut pas la perdre, parce qu'elle est le sujet de notre intelligence. Il faut aussi que ça soit joyeux, il faut que ça soit propice à un usage. Ça coûte très 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 cher de restaurer un bâtiment. Donc si on ne l'optimise pas, si on n'a pas une règle stricte économique, on n'y parvient pas. D'ailleurs, l'État ne parvient pas à restaurer ses propres bâtiments. Donc ça prouve bien qu'il y a une très grosse difficulté. Et le fait de refuser de parler de ça, le fait de refuser de parler de reconversion, eh bien je pense que c'est un tort. Le regard qui est porté sur le patrimoine a évolué au fil du temps et aujourd'hui on considère que le patrimoine doit vivre et être utilisé. Il s'agit d'habiter le patrimoine pour l'occuper, pour le transformer et construire ainsi une relation durable avec le temps. Comme nous venons de le voir, la notion de patrimoine durable à Rochefort, c'est une forme de pléonasme, car la ville de Rochefort moderne s'est construite sur l'héritage de la ville Arsenal à partir des années 70. Alors l'ARCEF a été créée en 1975 et notre association a accompagné ce renouveau de la ville de Rochefort en intervenant pour sensibiliser les habitants et sauvegarder le patrimoine. Alors on a travaillé sur les façades en pierre, on a travaillé sur les noms des rues et les numéros gravés. On est intervenu pour le sauvetage de la porte de la caserne Charente, sur la gare, sur les églises, sur la restauration des vestiges des remparts. Et puis bien évidemment la sauvegarde des 11 puits-fontaines dont l'ARCEF a gardé le souvenir puisque c'est inscrit dans notre logo. Nous allons bientôt fêter les 50 ans de l'association. Aujourd'hui, les membres de l'ARCEF, qui ont toujours le patrimoine au cœur, poursuivent avec enthousiasme leurs actions de sensibilisation et de promotion du patrimoine. Mais cette fois-ci, nous avons étendu notre réseau d'action au niveau de l'agglomération rochefortaise tout entière, et en développant des partenariats avec les associations patrimoniales qui sont présentes dans l'agglomération et en nous inscrivant dans le cadre de projets menés au niveau de l'estuaire de la Charente, comme par exemple l'Arsenal des Mers ou le projet Grand Site. Nous arrivons à notre projet phare, je dirais, de l'ARCEF d'aujourd'hui, avec la Fontaine Saint-Charles, qui est l'édifice emblématique de l'épopée de l'eau, publié par l'ARCEF en 2020, et qui est menacé de disparition aujourd'hui. Comme toutes les fontaines construites au XVIIIe siècle, elles magnifient la conquête de l'eau. Et on peut le voir par ses dimensions. 6 mètres de haut, 6 mètres de large, plus de 5 mètres de profondeur. Elle a tous les attributs d'une fontaine du XVIIIe. L'eau à l'époque était à peu près aussi rare que le pétrole aujourd'hui. Cette fontaine est restée dans l'état où elle était au XVIIIe siècle, sans embellissement et sans dégradation non plus, sans conversion non plus.
contrairement à Colbert qui a fait l'objet de plusieurs travaux de réfection. Toujours dans une logique de patrimoine durable, nous voulons permettre sa conservation pour créer à l'arrière de la fontaine, qui sera cette fois-ci restaurée et visible par tous, un musée de l'eau. Le projet que porte l'ARCEF aujourd'hui, c'est effectivement d'abord de sauver Saint-Charles pour l'histoire qu'elle représente, mais aussi de la transformer en cet espace de médiation, sorte de musée d'explication aux visiteurs et aux Rochefortais de l'importance de l'eau sur l'ensemble de l'estuaire. Une approche similaire a déjà pu être observée à La Rochelle, lors de l'exposition temporaire Eau d'ici et au-delà, offrant une rare vue d'ensemble du patrimoine hydraulique associé à la conquête de l'eau en Charente-Maritime. Fontaines, mais aussi aqueducs, canaux, châteaux d'eau, y sont représentés à travers une sélection d'archives. Et parmi ce riche patrimoine hydraulique, on trouve les thermes de Rochefort, dont la création, ou plutôt la découverte, relève d'un accident. Un problème subsiste. Il n'y a absolument pas d'eau potable à Rochefort. Il faut pourtant de l'eau, aussi bien pour l'hygiène que pour s'abreuver. On recherche de l'eau pure par le creusement de puits de plus en plus profonds, mais sans succès. On fit appel à un machiniste flamand pour un nouveau forage de 40 mètres de profondeur. Mais ce fut un échec. Enfin, sous Napoléon III, à 856 mètres de profondeur, on obtient enfin un jaillissement d'eau chaude à 41 degrés, mais minérale, donc pas potable. Compte tenu de ce que l'on sait sur cette eau, elle servira aussi bien pour des vertus thérapeutiques que pour l'hygiène des Rochefortais, et finalement l'hôpital devient thermal pour les marins et les troupes. Ce n'est qu'en 1952 que la municipalité de Rochefort décide de mettre à exécution un nouveau forage pour retrouver la nappe d'eau d'origine. En 1953, l'eau jaillit à l'emplacement de l'actuel établissement thermal et elle s'appellera dorénavant Source l'Empereur comme actuellement. Il n'est nullement à contester la notoriété thermale de Rochefort qui reçoit chaque année 25 000 curistes environ, la plaçant au 6e rang français. On ne peut pas parler du lien entre Rochefort et l'eau sans évoquer la station de lagunage, fruit d'un parfait concours de circonstances entre les ambitions de la ville et son environnement. Alors au niveau historique, il faut savoir que jusqu'en 1970, on n'avait pas de station d'épuration à Rochefort, c'est-à-dire que l'ensemble des eaux usées utilisées, produites par les Rochefortais, étaient mélangées avec les eaux pluviales et étaient envoyées directement dans le fleuve Charente, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'écosystème de la Charente, mais également sur les activités économiques qui se font au niveau de l'estuaire. Donc en 1970, la ville de Rochefort décide de construire une première station d'épuration, de type, on va dire, classique, pour 20 000 équivalents habitants. Il a fallu attendre les années 80. Et là, on entend parler de la technique du lagunage, qui est expérimentée pour la première fois sur une commune qui se trouve dans l'Hérault. La ville de Rochefort a trouvé l'idée originale. Le maire et le conseil municipal et le directeur du service technique de l'époque, ils sont convaincus que c'est une technique qui pourrait être adaptée à Rochefort. Et donc, on décide de faire du lagunage à Rochefort. Alors, l'intérêt de la station de lagunage, donc le premier objectif, c'est le traitement des eaux usées. Mais dès le départ, il y a une collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, qui s'est dit, effectivement, si on a une station de lagunage avec 35 hectares de plans d'eau, qu'au cours de cette épuration, une grosse production de plancton végétal et animal, on pensait dès l'époque que ça allait attirer énormément d'oiseaux aquatiques. Donc on épure l'eau et cerise sur le gâteau, c'est devenu un super site pour les oiseaux migrateurs, les oiseaux aquatiques et la biodiversité en général. Alors depuis 30 ans, donc, il y a toujours eu le partenariat entre la ville de Rochefort, donc maintenant la communauté d'agglomération et la LPO, et depuis les années 90, la création d'une structure d'accueil du public. Et en plus de ce côté éducation-environnement, on a également un lieu touristique, puisqu'on est labellisé par le département comme échappée nature. Et on a donc un projet dans les années à venir d'une maison carrément de maison de site pour pouvoir accueillir en permanence les visiteurs sur la station lagunage et leur faire découvrir ce site unique en France, voire en Europe. Ma mère, bon, alors c'est une petite anecdote, mais enfin qui est importante, était peintre et elle peignait dans les marais. Donc je pense que tout le monde, petit, je devais aussi l'accompagner. Et cette sensibilité pour les marais est venue très rapide et immédiate. D'ailleurs, ma vocation d'architecte, elle est née justement très tôt. J'ai toujours su que je serais architecte. Et les marais m'ont toujours intéressé, parce que les marais, il y a une géographie, il y a une histoire.
Cet entre-deux m'a toujours passionné, attiré, parce que je crois que c'est dans cet entre-deux qu'on trouve les passages. Il y a le temps est suspendu, l'histoire elle-même parfois est mystérieuse. Et elle l'a été d'ailleurs très longtemps, puisqu'avant qu'on les assèche, c'était la malaria, les portiers. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir créé cet arsenal au milieu de la malaria. Alors le petit changement avec lors de la création de Rochefort, c'est que là, il faut imaginer, on est sur l'ancienne île de la Charente. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y avait des grandes marées, la Charente recouvrait toute cette zone, donc avec un dépôt de vase. Après, on avait des dépressions qui se formaient, l'eau stagnait, et c'est vrai que c'était formé des gîtes favorables pour la ponte des moustiques, et après, qui dit moustiques, dit développement de maladies. Pour éviter tout ça, donc il y a des digues qui ont été créées le long de la Charente, et surtout, l'homme a aménagé tout un réseau de fossés. Là, au port de Rochefort, on a plus de 80 km de fossés. Comme nous pouvons le constater, l'eau à Rochefort est non seulement indissociable de son histoire, mais aussi contribue pleinement à son développement et à son attractivité. L'idée d'un musée présentant l'importance de la question de l'eau dans l'estuaire de la Charente s'inscrit tout naturellement dans les projets Grand Site et Arsenal des Mers développés par l'agglomération Rochefort-Océan. Comme la réflexion menée par la Caro en matière touristique l'a souligné, ce lien avec l'eau est la spécificité de notre territoire. Mais revenons à cette fontaine. Tous les témoignages s'accordent sur un constat. Le patrimoine n'est viable que s'il rencontre une utilité moderne. Alors évidemment, il n'est pas question de refaire de Saint-Charles une fontaine. Techniquement et sur le plan d'hygiène, aujourd'hui la réglementation est trop complexe. En revanche, Saint-Charles, c'est un symbole. C'est un symbole pour la ville, de conquête de l'eau, et c'est aussi un symbole de la capacité des hommes à relever des défis pour satisfaire leur destin. Alors nous pensons que Saint-Charles aujourd'hui pourrait, pour la ville de Rochefort, comme d'autres villes l'ont fait, par exemple Alicante en Espagne, qui a été signalée, pourrait devenir un espace d'explication, de connaissance, de médiation de l'eau dans tous ses états, puisque Rochefort n'a cessé de lutter contre l'eau et en même temps d'être en pénurie d'eau en permanence. Et si ce projet vous intéresse comme il nous passionne, alors rejoignez et soutenez l'ARCEF pour mener à bien le sauvetage de cet ouvrage symbolique et tellement d'actualité qui est né sous la plume et sous la gouvernance de l'ingénieur Touffer le 17 juin 1788.